Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité politique française, c'est les partisans de la primaire dans le cadre de la présidentielle de 2027. Les partisans de cette primaire au sein de la gauche qui fêtaient hier les 90 ans de la naissance du Front populaire. Et au même moment, Jean-Luc Mélenchon assumait sa position de cavalier seul et de candidat pour la 4e fois à la présidentielle de 2027. Nous n'avons rien à voir avec le chaos des rivalités personnelles qui déchirent toutes les autres formations politiques. Non, cette élection n'est pas jouée d'avance, mais il faut se mettre au travail plutôt qu'à la dispute. L'heure du grand changement est venue. Vu les sondages très hauts donnés au RN, la gauche peut-elle s'unir d'ici 2027 ? Le pays a-t-il vraiment envie, par ailleurs, d'un président de gauche ? Et de quelle gauche ? On en débattra ce soir, avant de vous retrouver en fin d'émission, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et Emmanuel Macron, le président de la République, vient de proposer un nom pour prendre la tête de la Banque de France. C'est Emmanuel Moulin qui était, il y a peu de temps encore, secrétaire général de l'Élysée. C'est l'occasion d'aller visiter les caves de la Banque de France, Elisabeth, la souterraine. Je vous y conduis tout à l'heure. Et vous, Marie ? Déjà des jeux de mots. Oui. Moi, je vous parle de la dernière passion dévorante des Brésiliens qui passent leur journée à s'envoyer des sifflements via leur téléphone portable. Voilà. D'oiseaux ? Ça ne sert à rien, mais ça met D'accord. très bonne humeur. C'est pour ça que c'est merveilleux. À tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons la romancière, la grande romancière Maëlys de Kerangal, autrice des inoubliables Réparer les vivants ou encore Naissance d'un pont. Elle revient dans un petit essai extrêmement singulier et fort drôle d'ailleurs sur son regard au sens littéral du terme. Elle n'y voit rien. Sa vision est déficiente et le roman pour elle, c'est littéralement une lentille de contact, une lentille oculaire. Ça crève les yeux. On la retrouve tout de suite. Qu'est-ce qu'on est content de vous recevoir, Maëlys de Kerangal. Merci. C'est pas la première fois, là c'est pour le plus petit de vos opuscules. C'est vrai. Quelques 70 format. pages, mais c'est formidable. Chez Verdier, La lentille et le roman. Alors d'abord, je vous présente Anne Ndiaye et Bonsoir. Benjamin Sporton. Bonjour. Et ensuite, je vous fais préciser, la lentille, c'est pas la légumineuse. Non, c'est le verre, le C'est petit la dispositif lentille de optique. contact, car vous êtes une romancière optique. Absolument. C'est ce que vous évoquez. Et de manière assez drôle, vous dites, je ne serai jamais témoin oculaire si jamais il y avait une enquête policière. Je ne pourrais pas servir de témoin oculaire. Voilà. Judiciairement, 0. 0, oui, mais alors pas 0 pour le reste. On en reparle après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Merci. Maëlys de Kerangal, vous publiez un texte dans lequel vous liez optique et écriture. Alors, comme les lentilles, le roman permet-il de mieux regarder le monde ? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né en 1967 à Toulon, vous grandissez au Havre dans les fameux Isaïe d'Auguste Perret, les immeubles sans affectation individuelle construits au sortir de la guerre pour reloger les sinistrés des bombardements. Vers l'âge de 12-13 ans, la lecture de Pobouille de Zola, roman ironique sur les mœurs de la bonne bourgeoisie parisienne, marque une étape dans votre rapport à la littérature. J'ai saisi que cela me permettait d'avoir accès à un univers qui m'était totalement étranger. En 2000, vous publiez votre premier roman. En 2008, dans le 5e, vous portez votre regard sur une bande d'ados marseillais qui, l'été, plonge depuis la corniche Kennedy. J'ai besoin du roman comme d'une lentille pour regarder ailleurs en détail, écrivez-vous. Dans Naissance d'un pont, vous narrez le chantier de construction d'un ouvrage qui surplombe un fleuve. Il veut quelque chose de large et fonctionnel. Une autoroute par-dessus le fleuve. Il veut une œuvre unique. Dans Tangente vers l'Est, il est question d'un jeune conscrit russe qui veut déserter. Et avec Réparer les vivants, roman dans lequel l'un des personnages se trouve en état de mort cérébrale après un accident, vous évoquez les questions pratiques et humaines posées par la transplantation cardiaque. J'ai beaucoup exploré une forme de méconnaissance de ces mondes et l'idée de les approcher, de les connaître, comme si je demandais au roman de m'initier à ces mondes et à ces langues. Aujourd'hui, dans votre texte, vous évoquez Corniche Kennedy, Naissance d'un pont, Réparer les vivants, mais aussi Un monde à portée de main ou encore Jour de ressac. Vous précisez que vous êtes bigleuse et vous ajoutez « Je devrais porter des lentilles optiques, des lentilles de contact. À la place, j'écris des romans. C'est pareil. » Eh oui, et le mot-clé, là, c'est contact. Ouais. Marcel Proust se désespérait d'appartenir à la famille des nerveux, magnifique et lamentable famille des grands nerveux. Vous appartenez à la famille des bigleux, l'amicale des bigleux, d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est une assez bonne famille, hein, je trouve, en termes Oui. de...
pour ceux qui veulent regarder le monde, qui veulent aussi œuvrer dans l'art, on se rend compte que et aussi les scientifiques, par exemple Kepler, c'est quand même voyait double. Hein. Il faut quand même savoir qu'il était hyper myope, il voyait double. Enfin, je trouve que quand on essaye de connaître, etc., ce rapport à la vue, aux yeux, la place de l'œil, ça c'est intéressant. Parce que d'une certaine façon, ça vous rend, ça fabrique un autre rapport au visible, à l'invisible éventuellement, et ça fait de votre œil un œil documentaire. C'est ce qui avait d'ailleurs été élaboré lors d'un colloque par des universitaires en 2017 du côté de Dijon. Ils évoquaient un œil documentaire chez vous, d'ailleurs tout le contraire d'une écriture centrée sur son nombril, mais totalement portée vers l'extérieur, mais à votre façon, vous devinez les choses. À ma façon, je dirais, parce que j'ai aussi beaucoup lié le fait d'écrire au fait de décrire. Oui. Et la description, c'est quand même ce qui vous porte au dehors. Alors, c'est pas une fuite hors de soi, et c'est pas non plus une fuite de la fiction. Pour moi, la description, c'est justement ce qui me permet de rentrer dans la fiction. Et c'est là où le rôle du documentaire intervient, parce que le documentaire, c'est aussi beaucoup du détail. C'est des matières qui se conjuguent, c'est des espaces, on parlait de Paubou là, dans ce portrait, et c'est vrai que c'est un roman qui m'a bouleversée. Le roman d'Émile Zola. Vous avez lu à 13 ans. Hein, oui, exactement. Ouais. Et qui vous a bouleversé, pourquoi ? Parce que derrière la façade de l'immeuble bourgeois se déployait... se faisait deviner toute la nature méphitique des relations humaines. Une multiplicité de scènes et aussi ce rôle de l'architecture, ce rôle de l'immeuble haussmannien, la partition entre les domestiques et puis les familles. Et déjà ça, c'est presque une documentation, comment est-ce qu'on vivait à l'époque. Et oui, j'avais été très très impressionnée. Et puis il y a des scènes carrément naturalistes, on accouche dans les chambres de bonne, etc. C'est quand même, c'était très impressionnant pour moi. Mais je crois que surtout... chez Zola, qu'on rabat un peu sur un auteur très, parfois, le journalisme, naturalisme, etc. Un peu, quelqu'un qui fait des enquêtes. Moi, ce que j'aime, c'est aussi vraiment le roman chez lui. C'est-à-dire que tout ça, c'est une construction, c'est inventé. Alors vous dites que cette carence visuelle, c'est peut-être presque une chance, ça vous permet d'activer d'autres sens, d'autres facultés. La voix, par exemple, vous relisez, vous lisez à voix haute, dans l'endroit d'ailleurs, dans ce petit studio parisien où vous écrivez. Oui, alors c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, j'ai quand même éprouvé le besoin de me relire. Alors pour deux raisons. D'abord parce que je fais des phrases assez longues et en fait il faut voir quand même si ça tient, si c'est un peu bancal, est-ce que ça va tenir. Donc il y a une question de vérifier un peu la syntaxe, etc. Et puis après quand même il y a cette idée d'écrire à l'oreille, c'est-à-dire la façon dont ça va cadencer, dont la question du rythme, etc. Puis ultimement, je crois que si j'aime relire, c'est parce que quand je lis mon texte, j'ai tout simplement le sentiment qu'il existe. Vous voyez, que je l'ai activé, ce qui était un peu désactivé, c'est-à-dire qui était entre moi et moi sur l'ordinateur, je le lis, tout d'un coup, ça existe, c'est parce que la voix, c'est du corps immédiatement. C'est ces deux petits plis vocaux dans le larynx, et ça, voilà, d'un coup, ça existe. Maëlys de Kerangal, vous lisez depuis toujours, vous lisez avidement, frénétiquement. C'est pas le cas de tout le monde. On va évoquer avec vous et avec Anna l'étude annuelle du Centre national du livre. Vous voyez à peu près à quoi on se réfère, qui montre que, écoutez, la lecture recule de plus en plus chez les jeunes. Et au profit des écrans. C'est le dernier baromètre sur la lecture des 7-19 ans qui vient de tomber et qui le dit. Et le constat est sans appel. 18 minutes de lecture en moyenne par jour contre 3 heures sur les écrans. 3 heures, c'est 10 fois plus. Et ça se gâte sur la tranche 16-19 ans. Plus d'un ado sur 3 ne lit jamais. Autre point inquiétant, la fragmentation de la lecture. Pendant que les jeunes lisent, ils envoient des messages, ils scrollent sur les réseaux, ils regardent des vidéos. Ça diminue leur capacité d'attention et surtout leur compréhension. Alors pour nuancer ce constat alarmant, il faut quand même savoir qu'ils sont 8 sur 10 à continuer à lire de leur plein gré dans le cadre de leurs loisirs. Et ils se tournent principalement vers des BD, des mangas, des romans de science-fiction et pour les jeunes filles, vers la dark romance. Alors Elisabeth l'a dit, vous c'est très important la lecture, ça nourrit votre travail. Est-ce que ça vous inquiète ce recul de la lecture chez les plus jeunes ? Ça peut plutôt m'attrister au sens où je pense qu'il se coupe de quelque chose de complètement, d'extraordinaire qui moi m'a vraiment construit. Après je pense que c'est assez inutile d'être autoritaire. C'est-à-dire on ne peut pas forcer quelqu'un à lire. Il faudrait plutôt, finalement, faire qu'il puisse sentir quel monde s'ouvre. Parce que moi, c'est vrai, c'est ce que j'ai immédiatement connecté le roman et la fiction à la connaissance. Et je pense que
enfant, oui, je lisais pour connaître, c'est-à-dire pour tout d'un coup, on est dans un autre temps, un autre monde, une autre société, etc. Et en fait, c'est ce qui était écrit là, c'est ce qui donne accès à des mondes auxquels on n'a pas accès. Vous dites l'imagination, c'est l'intelligence augmentée. Ah oui, d'une certaine façon, de la création, quoi. Absolument. Ça, hein. Et je trouve aussi que moi, ma lentille, elle est. Bon, je dis, il faut se fabriquer. Je me bricole une lentille, mais ma lentille, elle est faite de tous les romans que j'ai lus. C'est-à-dire, j'ai vraiment la conviction que j'écris depuis les romans que j'ai lus, en regard des romans que j'ai lus, contre certains romans que j'ai lus, pour des... Vous voyez, c'est-à-dire j'écris dans la littérature, et surtout aujourd'hui. Et une romancière comme vous, ça fréquente au quotidien les librairies. On a appris que certaines pourraient fermer, comme Gibert qui est historique à Paris. Oui, moi je suis... Alors quotidiennement, pas forcément, mais il n'y a pas une semaine où je ne vais pas dans une librairie. Oui, indépendante. Indépendante. Vous avez entendu qu'Amazon avait promis des investissements de 15 milliards en France d'ici 2030, et ça veut dire des investissements dans les grands entrepôts logistiques, et ça veut dire aussi sans doute une façon d'asphyxier les librairies indépendantes. Oui, involontairement, mais c'est une réalité. Qui ont une importance en fait qui va aussi bien au-delà de la diffusion de la littérature. Laquelle ? Par exemple, c'est une librairie, c'est... Ça peut avoir l'air banal de dire ça, mais c'est réellement du lien social. Hein. Les libraires, en dehors d'être des lecteurs et de conseiller des livres, ils font aussi tout ce travail d'accueillir les auteurs et d'accueillir des lecteurs. Et en fait, moi, je suis un peu une enfant de la librairie, c'est-à-dire que pour le coup, mon travail, il a été repéré par des libraires et il a été aussi diffusé par la grâce des libraires. Et puis avant d'être romancière, vous écriviez des guides. Des guides de voyage. Notamment sur la Bretagne. Absolument. Et vous adoriez ça. Ah ouais, j'adorais ça. J'ai la nostalgie parfois de ce boulot-là. Mais c'est vrai que je trouve que la librairie, c'est aussi un espace politique qui est, je trouve, qu'il est très important de préserver aujourd'hui. À propos d'espace politique, écrire des livres, c'est les voir vendus en librairie, mais c'est aussi les faire éditer par des éditeurs indépendants, avec l'idée du pluralisme au cœur. Vous avez signé une pétition dans la Tribune Dimanche pour réclamer la clause de conscience pour les auteurs, pas seulement ceux qui ont quitté Grasset, mais peut-être d'autres dans le futur, à la suite de la mainmise donc, de Vincent Bolloré et de l'édition d'Olivier Nora. Il avait déjà auparavant, on peut dire, un peu flingué. C'est quoi la clause de conscience pour des auteurs? Vous y croyez vraiment? La même que pour les journalistes? Les journalistes, ils peuvent finalement quitter leur rédaction en bénéficiant d'indemnités. C'est ça ce qu'on appelle la clause de conscience. C'est il y a un changement de propriété. Voilà. Et c'est cette facilité-là qui leur est proposée. Là, donc il y a une contrepartie, en fait. Hein. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Moi, ce que je trouvais important, c'était de dire qu'à la faveur à la défaveur de cette histoire assez sinistre par ailleurs, il y avait une réflexion qui s'ouvrait sur qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un comme Vincent Bolloré se saisit de Grasset. Ça serait pas mal comme expression, se saisit de Grasset. Et là, je trouve que pour le coup, on ouvre un champ. Alors, il y a cette histoire de clause de conscience qui va être compliquée à mettre en place. Juridiquement. Mais, par exemple, est-ce que la longueur de la cession des droits, parce qu'en fait, quand vous 70 ans. 70 ans après la mort de l'auteur. Après la mort de l'auteur. Ouais. Donc tout ça, on pourrait réfléchir là-dessus, histoire quand même de protéger les œuvres, parce que là, en fait, les auteurs de Grasset risquent de devoir partir parfois en laissant leur œuvre. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal. Il y a un chantier qui s'ouvre. En attendant, chez Verdier, c'est la lentille et le roman, de la chouette et la taupe. C'est ainsi que vous vous désignez également dans ce petit essai. La chouette et la chouette. Maëlys de Kerangal. Merci d'être venue dans 28 minutes. Merci infiniment. Merci à vous. On va passer à notre débat, on change de sujet. Débat sur la gauche et la présidentielle de 2027. La gauche qui rêve d'envoyer un des siens à l'Élysée en mai 2027. Pourra-t-elle s'entendre sur une candidature unique? Jean-Luc Mélenchon, candidat pour la 4e fois, peut-il fédérer ou au contraire faire voler en éclats l'hypothétique union de la gauche, par ailleurs dans une France polarisée, voire droitisée? Quelle vision de gauche aura une chance en mai 2027? On en parle après la mise au point d'Amira Swilem. À un an de la présidentielle, la gauche s'est donné rendez-vous hier à la Bellevilloise à Paris. La gauche, ou plutôt une partie de la gauche, celle qui rêve d'une primaire. L'union, c'est la condition de la victoire. Alors j'entends les esprits chagrins nous dire, presque chaque jour, chaque semaine, vous n'êtes pas prêts. La primaire n'existe pas. La primaire n'aura pas lieu.
À eux, nous leur répondons, nous sommes prêts. La date était bien choisie, les 90 ans de la victoire du Front populaire en 1936. Mais le Front populaire nouvelle génération, c'est très loin d'être gagné. Primaire ou pas, Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé sa candidature. De quoi doucher un peu l'ambiance hier soir. Jean-Luc Mélenchon est d'ores et déjà candidat. C'est son droit. Mais cela signifie que la question de l'union avec le leader de la France insoumise est une question fermée. Et il faut avoir le courage de le dire plutôt que d'entretenir une fiction qui nous coûte du temps et de l'énergie. Comme un pied de nez à ce rassemblement, dans la soirée, Jean-Luc Mélenchon mettait en ligne sa lettre, je cite, « Au peuple de France ». Mes chers compatriotes, dans moins d'un an, ce sera le second tour de l'élection présidentielle. Nous n'avons rien à voir avec le chaos des rivalités personnelles qui déchirent toutes les autres formations politiques. Et les rivalités personnelles semblent nombreuses. François Hollande dit se préparer, Manuel Valls réfléchir, Bernard Cazeneuve se dit prêt, Raphaël Glucksmann estime lui qu'il est trop tôt pour se prononcer. Alors, la gauche va-t-elle et doit-elle s'unir? Avec quel candidat et quel programme? La multiplicité des candidatures, preuve de vitalité de la gauche ou handicap pour accéder au second tour? La France a-t-elle envie d'un président de gauche en 2027? Nos trois invités pour ce débat. Laurent Binet, bonsoir. Vous êtes écrivain, romancier, entre autres Civilisation, Grand Prix de l'Académie française en 2019. Et puis, le journal de campagne de François Hollande en 2012. Par ailleurs, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon lors de sa campagne en 2027. Vous étiez un opposant féroce et burlesque au PS et à François Hollande. Oui, pardon, en 2022. Est-ce que vous soutenez d'ailleurs toujours Jean-Luc Mélenchon pour 2027 ? Oui, a priori. Oui. A priori. Et selon vous, il y a une force de gauche en tête, celle portée par Jean-Luc Mélenchon, le déluge de critiques qui s'abat sur lui montre, ajoutez-vous, qu'il est le plus important. Le reste de la gauche, c'est résiduel. Pas sûr que Thierry Pech, notamment, sera du même avis, directeur général du think tank Terra Nova. Vous avez publié Sans eux, la France sans les immigrés, et vous considérez qu'il faut que les candidats susceptibles de se présenter fassent un effort de partage d'idées et de programmes, qu'ils montrent sur quoi ils sont capables de faire des concessions. L'union complète de Mélenchon à Cazeneuve, par ailleurs, n'est pas possible. Aurore Malval, grand reporter au service politique de Marianne, bonsoir. Selon vous, la gauche n'est pas majoritaire dans le pays, donc elle ne peut pas se contenter de s'adresser uniquement à ses électeurs, et vous considérez que le problème est qu'elle ne semble pas dans une position capable d'agréger au-delà de son camp. Et on démarre, Benjamin, avec le slogan du jour. Très original, le voici. Comme Léon, choisissez l'union. Ça rime, mais c'est une référence explicite, bien sûr, à Léon Blum, le héros du Front populaire de la gauche de 1936. Il y a 90 ans maintenant, un slogan entendu hier soir donc, lors d'un meeting dans une salle parisienne, réunion publique, qui rassemblait ceux à gauche qui sont favorables à différents degrés à une primaire pour désigner le candidat de 2027. Mais Thierry Pech, cette primaire, elle semble déjà avoir du plomb dans l'aile, puisqu'il n'y aura pas, a priori, ni Glucksmann, ni Hollande, ni Cazeneuve, et bien sûr, pas Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, c'est un petit peu compromis si on voit les choses comme ça. Vous n'y croyez pas, c'est illusoire. La primaire, ça a marché une seule fois, quand ça a consisté à départager les ambitions personnelles au sein d'une même famille politique. C'est-à-dire quand les chances de voir tous les perdants se réunir derrière le vainqueur étaient très élevées. Toutes les autres fois où on a tenté de le faire, ça n'a pas marché, parce que ça ne sert pas à sélectionner un programme et une primaire. Et donc quand les gens qui sont autour de la table sont si différents, qu'au fond, au lendemain de la primaire, c'est une véritable brouette de grenouilles. Donc Valls, finalement, c'est Hamon qui gagne. Le lendemain, il va soutenir Macron, etc. Ça ne marche plus. Voilà. Et donc, il y a sans doute trop d'hétérogénéité aujourd'hui dans les familles de gauche pour qu'une primaire permette de sortir du chapeau le candidat qui ferait l'unité. Laurent Binet, la faute aussi à Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir joué le jeu de la primaire déjà ? Mais non, mais moi je suis d'accord avec ce que dit Thierry Pech, mais on le savait en fait, le coup de Hamon, Valls, Hamon qui remporte la primaire, et la première chose que fait Valls, c'est dire je vais voter Macron, et c'était pas le seul, il y avait de Rugy, je crois aussi. Bon, donc en 2012, ça a marché. Pardon, François Hollande est sorti du chapeau et il a gagné l'élection présidentielle. Dans des circonstances, parce que c'était une primaire à deux candidats. Enfin, Strauss-Kahn avait sauté, c'était à l'intérieur du PS. Bon, donc en fait, je comprends pas pourquoi on a perdu autant de temps, dans de l'agitation qui n'a même pas, c'est-à-dire Hamon, il l'a payé cher cette primaire. Enfin, il avait quand même gagné, mais là, il y a même pas eu. Et il y a 4 ans. Alors c'était pareil, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un truc pour faire une primaire.
finalement qui n'a rien donné. On est allé chercher Taubira en catastrophe qui s'est retiré, et puis ça a donné Hidalgo à moins de 2%. Enfin, tout ça me semblait grotesque, en fait. Oui, donc Romain Leval, en fait, ce que dit Laurent Minet, c'est que Jean-Luc Mélenchon espère, lui, que naturellement, cette primaire, elle n'est pas lieu et que la gauche se tourne vers lui. C'est ça sur quoi il mise, si on comprend bien. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, fort de ses précédentes candidatures, fort effectivement de pouvoir dire j'ai été le candidat qui a porté les chances de la gauche aux précédentes élections. Effectivement, il a pu faire ça aussi parce que il n'y avait pas les candidatures, la candidature d'Anne Hidalgo n'avait pas réussi à trouver son public manifestement. Et c'est effectivement toute la gauche qui s'est rangée derrière lui. Donc Jean-Luc Mélenchon, il se dit de toute façon, ils viendront à moi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une gauche qui est encore plus éclatée, qui se définit pas tout à fait encore de la même façon qu'en 2022 vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, aussi vis-à-vis de leurs aspirations. Et c'est vrai que ce côté d'entraînement un petit peu mécanique qui avait lieu, on le sent pas tout à fait aujourd'hui de la même façon. C'est d'ailleurs pour ça que les fameux unitaires, qui n'ont d'unitaire que le mot, parce que il manque beaucoup de monde pour faire l'unité. L'unitaire, c'est ceux qui étaient à la Bellevilloise hier. Exactement, ceux qui s'inspirent, qui voudraient ressusciter le Front populaire de 1936. Voilà, c'était le 90e anniversaire. En fait, ils essaient de susciter un élan, une dynamique, mais qui n'existe pas. Aujourd'hui, la dynamique n'existe pas. Et en fait, elle existe d'ailleurs pas vraiment à gauche aujourd'hui. Mais vous avez, excusez-moi, vous avez oublié, vous dites c'est pas tout à fait la configuration d'il y a 5 ans, mais en fait si. Il y a 5 ans, moi je me souviens très bien, Fabien Roussel expliquant à vos confrères, non mais bon, faut pas se leurrer, il y aura pas de candidat de gauche au deuxième tour et pas plus Mélenchon qu'un autre. Donc les dispositions étaient exactement les mêmes en fait. Alors écoutez, en tous les cas, Clémentine Autain qui est candidate à la primaire, elle fait partie de ces unitaires pour 2027. Elle lance un appel au réveil de la gauche. Écoutez-la. La question, elle est de savoir si ce 5 mai, c'est le chant du cygne ou le sursaut. Parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. L'union, avec la primaire, elle a du plomb dans l'aile. L'enjeu, ce n'est pas l'avenir de nos petites boutiques, les égos des uns ou des autres. Ce n'est pas non plus l'issue du concours de testostérone qui a l'air d'être déjà organisé. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes en lice, Thierry Pêche, ça ressemble à un appel désespéré de Clémentine Autain. Quand en face, Jean-Luc Mélenchon, lui, il dit offrir déjà une proposition carrée, avec lui comme candidat, et un programme déjà ficelé. Je suis d'accord, et c'est rare, avec un point de ce que dit Mélenchon, quand il dit, écoutez, au moins Glucksmann, il est clair, il est contre moi, il ne fait pas semblant, on est différents, on a 2 lignes différentes, que les autres choisissent. Voilà. Ces deux-là sont d'accord, au fond, pour être en désaccord, pour être le lieu du clivage, enfin, l'endroit entre les 2 personnes entre lesquelles passe le clivage. Et donc, ils condamnent les autres à faire une compétition de perdants, quoi. S'il y a une primaire, ce sera la primaire des losers. Et d'ailleurs, Clémentine Autain le dit clairement. Voilà. Donc, c'est un peu plié, cette affaire. Je pense que c'est même pas un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la gauche, à cet état de fragmentation, ne peut pas aller très loin. Et je ne crois pas, moi, peut-être contrairement à mon voisin de gauche, que l'histoire peut se répéter en mieux pour Mélenchon en 27 par rapport à ce qui s'est passé en 22. Mais donc, c'est déjà ce qu'on disait en 22 à propos de 2017. On disait, il ne refera pas le coup de 2017. Bon, mais à chaque fois, il monte. L'histoire se répète. La première fois, c'est une tragédie, la deuxième, une farce. Vous connaissez l'histoire. Mais donc, elle se répétera peut-être juste pas. Et donc, il faut faire en sorte de réduire la fragmentation. Et pour ça, il faut partager des idées, tout simplement. Tant qu'on n'a pas un leader, eh bien, il faut au moins partager des idées. Voilà, je crois. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, précisément, à propos des idées, à propos des sujets qui peuvent rassembler, mais il y a aussi des sujets tabous, desquels il est difficile de parler. Il y en a un, l'immigration. Tabou à gauche ou pas? On en parle avec vous, Anna. C'est en tout cas un sujet très sensible, mais qu'a décidé d'incarner François Ruffin, ex-membre du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale et candidat à l'élection présidentielle, quitte à créer la polémique. Le 28 avril, 3 jours après le lancement officiel de sa campagne à Lyon, il est interrogé sur France 2 au sujet de l'immigration étrangère. Il déclare qu'il y est hostile pour le travail. Pour donner un peu de contexte, la veille, Emmanuel Macron était en déplacement dans un hôpital en Ariège et il s'agaçait de voir que les médecins étrangers ne pouvaient pas exercer facilement en France. François Ruffin, lui, estime que la France doit avoir ses propres médecins plutôt que de recourir à des étrangers
exploités et mal payés, je le cite. Lui défend plutôt l'idée de la formation et de salaires décents qui permettent de rendre ces métiers désirables. Il n'en a pas fallu plus pour faire sauter au plafond une grande partie de la gauche et notamment les insoumis. Ça s'appelle reprendre les vieilles recettes de l'extrême droite. Clin d'œil aux fachos, a-t-on pu entendre de la part de son ancien clan. Opposer travailleurs étrangers et français, c'est dangereux, a réagi la députée écologiste Léa Balage-Elmariki. Quant à Clémentine Autain, autre dissidente LFI, elle se dit en total désaccord. L'immigration, pour elle, c'est une richesse. Je ne veux pas que l'on charrie l'imaginaire de l'extrême droite sur la préférence nationale. Laurent Binet, est-ce que c'est la preuve quand même que la gauche est incapable de se rassembler, de trouver un compromis sur l'immigration, en l'occurrence, qui est une des préoccupations majeures des Français, et puis peut-être sur d'autres sujets aussi? Là, il me semble qu'il y a quand même une relative unanimité pour condamner ce qu'a dit François Ruffin. Donc, la preuve que si, il y a des points de concorde. Là, c'est le problème, j'ai l'impression, vient plutôt du point de vue de la pensée de gauche. Le problème, c'est François Ruffin qui s'est un petit peu isolé avec ses déclarations. Mais mais vous pensez qu'il y a une possibilité de programme commun entre toutes ces tendances de gauche aujourd'hui, Laurent Binet, qui peuvent se retrouver sur l'économie, sur exemple sur la réforme des retraites? Ils ne sont pas d'accord, clairement, je veux dire. 60 ans toujours pour LFI, la gauche d'Olivier Faure n'est pas sur ce créneau-là. Mais c'est ça, oui, mais alors ça dépend de quoi vous parlez. C'est-à-dire que moi, je suis encore une fois d'accord avec Thierry Pech. Il y a deux pôles. Ça va faire beaucoup. Oui, c'est louche. Oui, mais vous voulez deux candidats en même temps. Vous êtes d'accord, mais vous ne voulez pas le même candidat. Voilà. Pour vous, c'est notre candidat de la gauche. Ceux qui doivent se décider, d'un côté, il y a le PS, de l'autre, la France Insoumise. Ceux qui doivent se décider, c'est ceux au milieu, c'est les écolos et le Parti communiste. Moi, il me semble qu'au niveau du programme, des idées, de l'idéologie, naturellement, les écolos et le PSC devraient pencher plutôt vers la gauche, c'est-à-dire vers l'AFI. Visiblement, c'est pas aussi simple pour eux. Je pense que historiquement, il y a il y a une habitude de l'inféodation au PS dont ils ont du mal à s'affranchir. Il y a une possibilité de programme commun encore ou pas du tout? Le programme commun, il a existé aux législatives, il a existé 2024. Avant. Porte toujours en lui beaucoup d'espoir et aussi beaucoup de déception. Parce qu'effectivement, c'est souvent des programmes qui sont un petit peu bricolés. D'ailleurs, moins on a de temps pour les préparer, mieux c'est. Ça évite de trop se fâcher en interne des mouvements. C'était ce qui s'était passé d'ailleurs pour les législatives. Effectivement, il y a des points de désaccord. Mais quand je vous entends, en fait, c'est exactement ça qui se passe à gauche. C'est-à-dire autant les tenants, je dirais, de la social-démocratie que justement les partisans de la France insoumise envisage très bien ces deux pôles de la gauche et cette démarcation claire. Ce qui marche moins, vous dites le PS, mais le PS est très clivé sur cette question. Tout le monde au PS ne se reconnaît pas de la social-démocratie. Boris Vallaud, justement, lorsqu'il parle, par exemple, de la démarchandisation, c'est-à-dire de soustraire aux principes néolibéraux un certain nombre de domaines, il ne va pas du tout, il porte une proposition d'ailleurs qui économiquement peut être radicale et qui n'est pas du tout celle d'un Raphaël Glucksmann. Oui, vous allez dire peut-être que c'est cosmétique, mais je veux dire, c'est des débats qui agissent aujourd'hui le Parti socialiste. Et d'ailleurs, on voit bien qu'hier soir, il y avait Olivier Faure qui était présent à la fameuse Bellevilloise, sans avoir le mandat d'ailleurs de son parti pour l'engager justement dans cette primaire. Et on voit bien aussi en même temps un peu un affaiblissement du Parti socialiste. Entre aussi une guerre de personnes, parce que finalement, idéologiquement, il n'y a pas non plus grand-chose qui sépare les différentes nuances. Mais par rapport à un Raphaël Glucksmann, qui n'est pas dans le parti, qui n'est pas issu du parti, c'est pas non plus tout à fait les mêmes options idéologiques. Laurent Binet, après Thierry Pech. Il y a surtout une démarche très opportuniste de la part du PS, qui se rappelle une fois tous les 5 ans qu'il est censé être de gauche. Mais là, ils sont à 2 doigts de nous refaire le coup de mon ennemi, c'est la finance. Le problème, c'est que justement... C'est François Hollande, ça. François Hollande a tellement frappé fort avec ce qui s'est passé en 2012. C'est vous qui l'avez suivi, en campagne, rappelez-vous. 2012, mon ennemi, c'est la finance. C'est ce qu'il fallait dire pour parler à un électorat de gauche. Simplement, il a tellement renié, son quinquennat était tellement à l'inverse de cette phrase programmatique qui était forte que maintenant, le PS est complètement inaudible. Alors, Boris Vallaud, ou qui vous voulez, là, soudain, qui joue les gauchistes, ça fait doucement rigoler. À mon avis, moi, d'abord,
d'abord, mais je pense l'ensemble des électeurs de gauche, et ça donne quand même. Le problème du PS, il est symbolisé par ce qui s'est passé cette semaine, je crois. Olivier Faure, il va dans une manif, il se fait enfariner. Ça, c'est quand même un problème pour un. Pardon. Oui, c'est vrai. Glucksmann se fait aussi exfiltrer des manifs. Quand on prétend être candidat de gauche, c'est un problème. On ne gagne pas les élections dans les manifs. Et on parle de la politique comme si c'était un Monopoly avec des petits territoires bien fixes, le PS, le ceci, le cela. En réalité, le PS, pardon de dire comme ça, on s'en fout un peu aujourd'hui. La question, c'est où sont les électeurs Les électeurs. Je suis d'accord. Voilà, c'est ça, décidément. Et alors, ils sont... non, mais voilà, la question, c'est ça. Une partie des électeurs en 2017, les électeurs de la gauche, sont partis chez Macron. Voilà. Ils sont jamais vraiment revenus. Ils sont un peu revenus aux européennes chez Glucksmann, mais ils sont jamais vraiment revenus. Et les autres le rapport gauche-droite sans eux, il est perdant pour la gauche. Il est clairement perdant. Donc on peut faire comme s'il n'existait pas, on peut faire comme si la summa divisio, c'était Mélenchon versus le PS, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à trouver une majorité, d'ailleurs pas simplement pour la présidentielle, mais pour avoir une majorité 3 semaines après aux législatives. Et le barrage contre l'extrême droite ne peut plus être un ciment commun. Mais on a bien vu le barrage contre l'extrême droite, ça fait 2024. Le seul message clair est un message négatif, mais vous ne savez pas ce que les Français veulent, vous savez ce qu'ils ne veulent pas. Ça ne suffit pas à construire une politique. Et on voit bien le marasme dans lequel on est. Donc il faut qu'en 2027, on sorte de la séquence avec une majorité de gouvernement. Bon, et cette majorité de gouvernement, je finis juste là-dessus, la question, c'est pas comment on rabiboche Clémentine Autain et Olivier Faure. C'est accessoire. La question, c'est comment on trouve, autour d'une proposition, non seulement pour la présidentielle, mais la législative, on trouve 25% des Français. De société, en somme. On va remonter le temps pour voir ce qu'il en est autour des nombreuses coalitions et unions des gauches qui ont existé en France en 1902, le Bloc des gauches, en 1936, donc le Front populaire, et en 1972, Georges Marchais, secrétaire général du PC, Parti communiste, qui se réjouit de l'accord du programme commun de la gauche conclu avec François Mitterrand, alors premier secrétaire du Parti à la Rose. C'est notre archive du jour. Les deux délégations ont approuvé l'accord réalisé sur le texte d'un programme commun de gouvernement. Elles ont décidé de soumettre ce programme à l'approbation de leurs organismes de direction respectifs. Le texte en sera remis à la presse le 27 juin à 17h au siège du Parti socialiste. Cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français. Et je suis profondément convaincu que demain, l'enthousiasme sera grand dans les entreprises, les villes et les villages de ce pays parmi les forces ouvrières démocratiques et nationales. C'est un événement d'une très grande importance. Aurore Malval, tout ça c'est derrière nous, ça ne peut plus avoir lieu, il y a trop de nuances dans cette gauche-là. En préparant l'émission, Laure Minu nous disait peut-être avec provocation que Jean-Luc Mélenchon était social-démocrate. Alors est-ce que, voilà, aujourd'hui, il est le dénominateur commun ? En soi, effectivement, Jean-Luc Mélenchon n'est pas l'extrême gauche révolutionnaire comme il est parfois qualifié par ses adversaires. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans les structures de la République, même s'il veut en changer. Mais d'ailleurs, c'est même le cas aujourd'hui du programme des unitaires de passer à la 6e République. Est-ce que l'union est impossible ? En fait, l'union à gauche, elle se fait souvent en dépit de toutes les différences programmatiques, et c'est d'ailleurs ce qui entraîne ensuite la désunion et son affaiblissement et les procès en trahison. Lorsque le Front populaire, qui est d'aujourd'hui magnifié comme un référentiel merveilleux, en 1936, les différences entre le parti, enfin les socialistes de Léon Blum et la SFIO et le PCF de Thorez sont bien plus importantes que ce qui sépare aujourd'hui les socialistes d'ailleurs de la France insoumise. Les noms d'oiseaux et les radicaux aussi de l'autre côté, effectivement, et les noms d'oiseaux qui sont échangés sont encore plus violents. Donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas advenir. Ils ont duré combien de temps ? Il a duré combien de temps le Front populaire ? Ça s'est très rapidement effondré dans la guerre, dans les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Il n'avait pas besoin de durer plus longtemps pour apporter des acquis sociaux. Oui, aussi se heurter au réel. C'est un point intéressant. Thierry Pêche, par exemple, aujourd'hui, en 2026, est-ce que la France a encore envie d'avoir un président de gauche ? Tout simplement. Ça, on va voir. Laissez-la parler. Non, parce qu'il y a une droitisation, on dit, d'électorat. Est-ce que c'est pas ça la vraie raison ? Et que la gauche, pour gagner, doit aller chercher un électorat de centre-gauche et un peu plus aussi à sa droite. Vous parliez tout à l'heure de 25% d'électeurs à aller chercher. Est-ce que ces électeurs-là, aujourd'hui, ils ont envie vraiment d'aller voter à gauche ? Oui, je crois que c'est possible. Ça dépend de ce qu'on leur propose, tout simplement.
Et donc, je reviens un instant sur 36, parce qu'on oublie un truc. On dit 36, les acquis sociaux, etc. Les acquis sociaux, ils sont dans la foulée d'un mouvement social, et pas simplement d'une élection. Le programme du Front populaire, à l'époque, c'est minoritairement des communistes qui adhèrent sans participer, plus la SFIO et les radicaux. C'est un programme assez rangé, assez sage, en réalité. Mais c'est parce qu'il y a le mouvement social, les grèves, qu'on a la semaine de 40 heures, etc. Donc, pour que ça se produise à nouveau, quelque chose comme ça, il faudrait que la société le demande et le réclame. On n'a pas ça aujourd'hui. Attention, il y a quand même des millions de personnes dans la rue quand il y a une réforme des retraites. Mais qui ne mettent pas la pression sur l'union. C'est-à-dire que c'est ce qui se passait en 1936 aujourd'hui. Mais l'union, là, j'ai écouté votre reportage avec Georges Larcher. L'union n'est pas obligatoire pour gagner, puisque c'est en 72, en 74. Il y a l'union, il y a ils perdent. Et en fait, donc là, vous dites que c'est pas grave si la gauche est désunie, elle peut quand même gagner. Parce qu'après, vous envisagez que tout le monde se range derrière Jean-Luc Mélenchon s'il arrive au deuxième tour. Oui. Si c'est pas au premier tour. Alors, les sondages de deuxième tour vont être une difficulté réelle pour Mélenchon, parce que il est le cadeau le rêvé par l'extrême droite au deuxième tour. Il est celui que l'extrême droite bat à plat de couture. Alors, je suis pas sûr que Bardella, il rêve de se retrouver en face de Mélenchon au débat du deuxième tour. Bien sûr que si, mais bien sûr que si. Non, d'ailleurs, je vous parie qu'il ne l'acceptera pas. Il n'y aura pas de débat de. Oui, il a déjà prévu. On en reparlera ici. Aurore Malval. Je disais, le problème du candidat de gauche aujourd'hui au second tour, c'est que quel qu'il soit, même un représentant bon teint de la social-démocratie comme Raphaël Glucksmann, eh bien, il n'arrive pas à passer ce plafond de verre et à susciter pour lui le barrage républicain. C'est-à-dire que le barrage républicain, aujourd'hui, il n'existe plus que pour les électeurs de gauche. Donc ce sont eux... en tout cas, vous dites que les sondages vont être un problème pour Mélenchon. Les sondages sont aujourd'hui un problème pour tous les candidats de la gauche qui prédisent perdant contre le Rassemblement national au second tour, contrairement d'ailleurs à un candidat de centre-droit. Une vraie différence. Mélenchon est beaucoup plus largement rejeté que ne le sont les autres. On se retrouve dans un an et même moins que ça pour en reparler. Merci à tous les trois en tout cas d'être venus débattre. On va rester dans l'actualité avec Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. Qui sera le futur gouverneur de la Banque de France, l'homme qui tient les pépettes et qui fixe la stratégie monétaire de la France? Un certain Emmanuel Moulin peut-être. Et au Brésil, engouement invraisemblable sur les réseaux sociaux et WhatsApp pour le sifflement. Tout ça est complètement gratuit, on verra. Mais d'abord le mauvais du jour, Pont-Neuf, le plus vieux pont de Paris, va être de nouveau emballé, pas par Christo évidemment, mais par l'artiste français JR, c'est entendu. Bienvenue dans la caverne du Pont-Neuf. Le Pont-Neuf porte ce nom. C'est pour ça qu'on l'appelle le Pont-Neuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Pont Neuf, du latin pons, passage, et novus, nouveau, désigne le plus vieux pont de Paris et le premier de la ville en pierre, construit entre 1578 et 1607 pour relier les deux rives de la capitale en son centre. Le 11 mai débutera sur le vieil édifice l'installation de la plus grande œuvre immersive au monde, 41 ans après le fameux emballement du Pont Neuf. En transformant du 6 au 28 juin la moitié du Pont-Neuf en caverne, un plasticien français issu du street art rendra hommage à ses aînés, maîtres du land art, bien que le duo se soit défendu d'appartenir à ce mouvement. En 1985, ils avaient en effet empaqueté le pont de pierre de 4 hectares de toile, 13 km de corde et 12 tonnes de chêne. La version JR du Pont-Neuf, également riche en défis techniques que devront surmonter des légions d'ingénieurs, revêt un caractère plus engagé. L'œuvre de tissu aux allures de roche fait écho au mythe de la caverne de Platon, où l'obscurité est une allégorie de l'ignorance, tandis que la lumière, l'accès à la connaissance, est la véritable liberté. En 1578, Henri III démarre la construction du Pont-Neuf. Il meurt assassiné pendant les travaux, repris par Henri IV, pour la commodité de notre bonne ville de Paris, de nos sujets qui trafiquent, et afin de soulager le pont Notre-Dame, sur lequel advient grand désordre et confusion. Mais la vraie nouveauté est que le roi y interdit la construction de maisons. Depuis plus de 400 ans, le Pont-Neuf, aux 381 mascarons, ces sculptures en pierre de vieux barbus d'inspiration mythologique, inscrits aux monuments historiques et au patrimoine mondial de l'UNESCO, inspire les créateurs, peintres, cinéastes, couturiers, avec cette vieille ambition, faire du neuf avec du neuf. Un sommet, Thibault Nolte, Marie Bonisseau, je sens qu'on va faire des bruits bizarres. Non, c'est pas bizarre. Des bruits d'oiseaux et pas que. Et vous, Xavier, alors l'heure de vos chroniques. Alors Emmanuel Macron a proposé
Emmanuel Moulin, que personne ne connaît à part sa maman et Emmanuel Macron, donc l'ancien secrétaire général de l'Élysée, pour prendre la tête de la Banque de France. Et on descend dans la salle des coffres. Allons-y, Elisabeth. C'est le 18 janvier 1800 qu'à l'initiative de Napoléon Bonaparte, premier consul, est fondée la Banque de France. Alors, c'est une entreprise privée avec le soutien du pouvoir, bien sûr, afin d'assainir les finances du pays, contrôler les taux d'intérêt, émettre des billets. Et puis, il faut un lieu pour cette institution. Et c'est un ancien hôtel aristocratique qui est choisi, l'hôtel de Massiac. Ça se trouve vraiment au cœur de Paris. Très vite, ça déménage. Alors, on est toujours sur le Premier Empire. Et puis, ça va quelques rues plus loin à l'hôtel de Toulouse. Donc, on est dans le coin de la place des Victoires à Paris. Et c'est là qu'est conservé dans les caves ce trésor fabuleux, les réserves d'or du pays, avec beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Alors déjà, peur des voleurs et puis peur des invasions, parce que si jamais l'ennemi arrive, c'est le cas lors de la guerre contre la Prusse en 1870 ou de la Première Guerre mondiale, on se dit il faut protéger tout ça. Donc un coffre-fort géant. La souterraine, Elisabeth. C'est le nom que l'on donne à cette cave blindée, ce coffre-fort géant. C'est un lieu qui est quand même absolument incroyable. La construction commence en mai 1924, ça dure 3 ans, donc jusqu'en 1927. Plus de 1000 ouvriers qui travaillent comme ça d'arrache-pied pour construire quelque chose qui est un défi d'architecture, parce qu'on se trouve plusieurs mètres sous le niveau de la Seine. Donc, on ne faudrait pas transformer ça en une magnifique piscine souterraine géante d'un hectare. Vous voyez, en plus, la roche est très difficile à travailler. Et puis, ce sont des tonnes et des tonnes de béton, évidemment armé, avec plus de 700 piliers. C'est en ça aussi que le lieu est absolument incroyable. Une sorte de labyrinthe, une porte de 7 tonnes, parce qu'il faut bien ça pour ce lieu qui est présenté comme inaccessible et secret. C'est vrai que vous l'avez visité. Alors, oui, écoutez, inaccessible et secret. Déjà, secret, on peut un petit peu nuancer, parce que quand vous lisez la presse pour la jeunesse, en 1934, par exemple, Benjamin, presse pour la jeunesse, Benjamin Sport touche du doigt, là, le secret de la Banque de France. Vous avez des reportages sur le secret, comme ça, c'est inaccessible. Là aussi, on peut nuancer, parce que Stefan Zweig, l'écrivain autrichien, fait une demande en 1932, et il visite ce lieu, la souterraine, c'est lui qui compare tout cela à un labyrinthe, il publie cela sous forme de nouvelles dans la presse autrichienne. Donc comprenez bien, il faut que ce soit secret, il faut que ce soit inaccessible, mais dans le même temps, il faut que ce soit accessible, et puis qu'on le dise, parce qu'on est à un moment où la puissance d'une monnaie repose sur les réserves d'or d'un pays. Donc, il faut bien dire, mais regardez, il y a beaucoup d'or, et regardez comme il est bien protégé, et toutes ces protections, c'est aussi destiné aux voleurs. Oui, parce que comme ça, quand ils voient comment tout cet or est protégé, les voleurs se disent filon. Oui, filon. D'or. Filon, quel bon filon. Merci Maudit. Cher Marie, passe-temps incroyable au Brésil, siffler. Et sur WhatsApp, sur son pas aux oiseaux. Non, c'est une passion absolument fulgurante, aussi soudaine qu'inexpliquée. Je ne vais pas vous l'expliquer, mais en tout cas, les faits sont ainsi. Depuis quelques semaines, il y a des milliers de Brésiliennes et de Brésiliens qui donc passent leur journée à siffloter des airs, alors des mélodies plus ou moins connues, sur WhatsApp. Donc ils s'enregistrent. WhatsApp, qui est une messagerie très populaire en France et surtout au Brésil. Et je ne sais pas si vous avez déjà utilisé WhatsApp, mais vous pouvez créer des groupes de conversation pour parler à toute votre famille en même temps, ou à des groupes beaucoup plus étendus. On peut aller jusqu'à 1024 personnes dans un groupe WhatsApp. Et donc, il y a désormais des groupes consacrés au sifflement. C'est-à-dire, c'est les sifflements seulement. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit d'écrire un petit message. Non, c'est que du sifflotis. J'ai pas dit qu'il fallait siffler juste. Le but, il faut participer. Ouais, on peut rater. C'est sympa. Alors, il y a des groupes. Si vous trouvez que c'est l'enfer, ce sifflotis, il y en a qui reçoivent 600 sifflotis. Par jour, ça s'arrête jamais. Si vous aimez ce qui vient d'être envoyé, vous pouvez rajouter un petit emoji oiseau. Voilà, c'est la seule réaction qui est autorisée. Il y a un média brésilien qui s'est intéressé à l'histoire, évidemment, GZH. C'est incrusté, ils ont adhéré à plein de groupes de sifflement. Ils ont quand même découvert qu'il y avait 2 députés de la région qui faisaient partie de cette nouvelle passion. Ça touche tout le monde, même si, d'après le Guardian, les Brésiliens sont un petit peu plus nombreux que les Brésiliennes à pratiquer ce nouveau hobby. Il y a quand même des groupes de sifflement en non-mixité choisie, réservés aux femmes, qui commencent à se créer aussi. Des duels, la version duel. Duel siffleur. Ouais, un siffleur contre un siffleur, j'ai trouvé ça sur Instagram. Et puis il y a des versions collectives, mes préférées, où les participants font carrément des chorales de sifflotis. C'est-à-dire, comment on fait ? Ils lancent un appel de groupe sur WhatsApp, donc tout le monde se connecte en même temps,
tout le monde se prend en vidéo et 1, 2, 3, on siffle ensemble. J'ai pas réussi à trouver d'enregistrement de ça et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Oui. Sachez que même si le sifflement est une compétence assez répandue, je vous demanderai pas si vous savez siffler ou pas, mais en tout cas, ça se pratique depuis des siècles puisque sachez que le son du sifflement, il va 10 fois plus loin qu'un cri. Donc c'est pour ça que c'était très pratique pour communiquer pendant des siècles. Mais je sais, pour fréquenter certaines personnes de très près, que des gens ne savent pas siffler. Pas de panique. On peut apprendre. Désormais, non, mais il y a autre chose. Au Brésil, maintenant, il y a des groupes cousins qui se sont développés. Il y en a un qui est consacré uniquement aux aboiements, si vous voulez vous lancer. Ça, je peux. Et un autre, mon préféré, au bruit de pelleteuse. Alors, le bruit de pelleteuse, vous n'êtes pas obligé... Voilà, vous pouvez le faire avec votre bouche. Vous n'êtes pas obligé d'être une pelleteuse pour être intégré au groupe. Et vous n'oubliez pas de bien reculer à la fin. Voilà, vive la communication moderne qui m'a permis de perdre toute ma journée. À demain 20h05.